Casablanca, la plus grande ville de l'Afrique du Nord, la 4e métropole du continent africain. Le singulier destin de cette ville champignon, surgie en 40 ans d'une terre à peine défrichée, m'avait paru un bon sujet de film. C'est pourquoi j'étais là, contemplant pour la première fois au fond de la rade la masse blanche des gratte-ciel émergeant de la brume du matin. Avant de commencer mes prises de vue, j'avais décidé de faire un voyage de reconnaissance. Regarder autour de moi, observer les rues et les gens, interroger ceux qui ont été les témoins de la prodigieuse croissance de Casablanca, tel était le programme que je m'étais tracé. Le lyotais effectuait ses manœuvres d'abordage. Qu'allais-je découvrir? J'étais impatient de débarquer. Comme tout voyageur, c'est à travers la glace d'un pare-brise que je fais connaissance avec la ville. Par le boulevard du 4e Zouave, mon taxi débouche sur la place de France. Seules notes africaines, la silhouette des femmes poilues. Nous roulons en plein cœur de la ville moderne, entraînés dans le dédale des sens uniques qu'impose la fantaisie topographique du quartier. J'ai l'illusion d'être encore à Paris. Quand soudain, une rencontre inattendue me ramène à la réalité. Bientôt, mon taxi s'engage sur le boulevard de la Gare, principale artère de Casablanca, dont les arcades abritent les magasins, les cafés, les cinémas. Revenu vers la place de France, je décide d'entreprendre à pied l'exploration de cette esplanade où se concentrent les aspects typiques de la rue casablancaise. Une affreuse palissade marque encore la limite de l'ancienne ville arabe. C'est ici le quartier général des petits cireurs. Pas un Casablancais qui ne se fasse cirer au moins une fois par jour. Ici stationnent ces calèches dont le charme désuet s'associe au mouvement de la rue. Le marchand d'eau accomplit gravement son sacerdoce. Tournez-vous vers l'autre côté de la place. Une animation constante règne autour de la gare routière d'où les cars partent à chaque heure du jour dans toutes les directions du Maroc. Non loin de là, l'inventaire d'un marchand de journaux. Voyons ce que lisent les Casablancais. Quotidien français du matin, journaux marocains qui, naturellement, se lisent de droite à gauche et s'ouvrent à l'envers. Mais la grande attraction de la place de France, ce sont les cafés. C'est au café qu'il faut s'asseoir pour observer la foule casablancaise. Une foule qui ne ressemble à aucune autre. Toutes les races, toutes les couleurs de peau, toutes les vêtures confondues dans la même animation, dans le même courant humain qui descend et remonte le boulevard de la Gare. Je continuais ma promenade en flânant devant les boutiques, admirant le luxe et la diversité des étalages. Supputant devant les innombrables magasins d'armoires frigorifiques et de machines à laver, la prospérité de cette ville jeune, éprise de confort matériel. Ville où les audaces architecturales affrontent les échantillons de tous les styles qui se sont succédés depuis 1914. New York, Nice, Monte-Carlo, des réminiscences de toutes les villes du monde. Et l'on pourrait parfois se sentir transporté dans quelques coins de la cité de Londres. Mais c'est à Marseille que me font songer le plus souvent la rumeur de ces rues et leur trépidante agitation. Ma première lettre ne contenait que des impressions superficielles, décousues. J'éprouvais le besoin de pénétrer plus intimement la vie casablancaise. Apercevant un petit marché, je m'approchais des éventaires des marchands Schleu. Un vrai coin de Provence, ce marché, avec ses fleurs, ses fruits, ses légumes, ceux-là même qui poussent dans le midi de la France. Et ces ménagères avec leurs cabas, le type même de ces petits bourgeois français qui constituent la masse de la population européenne de la ville. 160 000 personnes, dont un bon nombre de méridionaux qui restent fidèles à leur divertissement favori. Que font-ils dans la vie, ces Casablancais moyens? Commerçants, ouvriers, fonctionnaires?
Et ceux-là, qu'étaient-ils? Des gars de Schnorr? Rien de plus agréable qu'une promenade en calèche. Vous traversez au petit trot le parc Lyautey et vous vous dirigez par le boulevard Moulay-Youssef vers les beaux quartiers où les citadins riches ont établi leur résidence. Villas luxueuses d'un modernisme agressif ou qui s'abritent sous les ombrages aristocratiques d'Anfa, où l'on chassait encore le chacal il y a 50 ans. Mais quelle est cette tour colossale qui domine le calme plateau de Mer Sultan? C'est le gratte-ciel Liberté, un des derniers nés de Casablanca. Étrange contraste, au pied de ces édifices orgueilleux, les vaches cherchent encore leur pâture. C'est par là que j'ai découvert les vestiges d'un cimetière musulman où Hamlet eût aimé méditer. Et ce marabout qui tient encore tête à la poussée de la vie moderne. Comment dégager le caractère de Casablanca à travers ses aspects contradictoires? Comment comprendre le phénomène de son extraordinaire croissance? J'y songeais qu'en passant devant la tour de l'hôtel de ville, j'aperçus la statue de Lyautey. Lyautey, le créateur du Maroc moderne. Non loin de là, enfoui dans le feuillage, la baraque pieusement conservée où le général Drude avait établi en 1907 son poste de commandement. Casablanca possédait donc une histoire. Il ne suffisait pas de se promener dans les rues, il fallait plonger dans le passé. Je ne tardais pas à découvrir, dans la petite imprimerie qu'il dirige, l'homme qui allait m'aider à remonter le temps, M. Christian Houel, ancien journaliste, un des 30 Français qui vivaient à Casablanca au début de ce siècle. Si vous voulez vous représenter ce qu'était Casablanca à cette époque, commencez par anéantir tout ce que vous venez de voir. Ici, à la place de ces boulevards et de ces immeubles, il n'y avait que de propres jardins, des terres labourées. Puis c'était le bled jusqu'à l'horizon, une terre aride parsemée de touffes de palmiers nains, pas une route, quelques pistes caillouteuses sur lesquelles on ne circulait qu'à dos de mules ou de bourricots. Les 20 000 habitants de Casablanca vivaient à l'intérieur des remparts, dont les vestiges délimitent encore l'ancienne Médina. Et M. Houel m'entraîna dans ce quartier enfoui comme un noyau en plein cœur de la ville. Il suffisait de traverser la place de France. Tandis que nous tournions le dos à la ville moderne pour nous enfoncer dans les petites rues tortueuses, j'avais l'impression de passer d'un monde à l'autre. C'était le va-et-vient de la foule marocaine, la voix nasillarde des haut-parleurs clamant une chanson arabe. C'est par ici que j'habitais il y a 50 ans, m'expliquait M. Houel. Nous étions quelques centaines d'Européens groupés dans ces parages. Les Espagnols, assez nombreux, voisinaient autour de cette place, un vrai coin d'Andalousie. Et tenez, voici la boutique du signor Gomez, l'unique salon de coiffure du pays. La taille de cheveux coûtait 10 sous. Nous arrivions à la porte de la marine. En ce temps-là, la mer baignait le seuil de cette porte. C'est là, sous ces remparts, que j'ai vu débarquer le premier détachement français. 60 hommes, sous le commandement du lieutenant Ballande. Les marins du Galilée escaladent la pente qui menait à cette porte. Au moment où Ballande s'apprête à franchir le seuil, les portes se referment. Ballande met son pied entre les vantaux et repousse la porte. À cet instant, un coup de fusil. Il reçoit une balle dans la main. Son épée tombe. Il la ramasse et se retournant vers ses soldats. En avant, à la baïonnette! Tout en me rappelant l'origine des incidents qui avaient provoqué en 1907 l'intervention de la France, mon compagnon me conduisit chez un vieux photographe de ses amis, M. Schell. Celui-ci nous montra l'arbre qu'il avait planté, la maison qu'il avait construite de ses mains, et s'en alla chercher des documents qui allaient nous permettre d'évoquer la vie de Casablanca au début de la présence française. Des photos, des journaux, et même de vieux films muets. Voici comment débarquèrent, il y a une quarantaine d'années, les pionniers de la ville nouvelle. Les paquebots mouillaient au large. On transbordait les voyageurs dans des barcasses.
Pourtant, l'unique grue du pays n'allait plus suffire au déchargement des marchandises. Meubles, machines, matériaux de construction, le pays s'équipait. À la porte de Bab el-Souk se tenait un marché. L'endroit fut baptisé Place de France. Dès 1912, un chemin de fer à voie étroite la traversait, reliant Casablanca à Rabat puis à Fès. Les premières automobiles faisaient leur apparition. On envoyait des cartes postales aux amis de France. Et comme les rues n'avaient pas encore de nom, on se faisait adresser son courrier poste restante. La ville naissante avait une petite allure de Far West. On y fréquentait beaucoup le café-concert, l'Eldorado, l'Olympia, le seul établissement de Casablanca éclairé à l'électricité, annonçait la vigie marocaine qui, dès sa parution, en 1908, se couvrait de publicité. Le commerce prospérait, les entreprises se multipliaient. L'industrie automobile prenait bientôt la place qui lui était dévolue dans ce pays aux vastes étendues. Et les capitaux affluaient, tandis que les terrains faisaient l'objet d'une intense spéculation. Courtiers intermédiaires se réunissaient au Café du Commerce, où les affaires se traitaient sur un coin de table. Les lotissements proliféraient au hasard, compromettant l'avenir de la cité. Il était temps que Lyautey débarquât. Le 13 mai 1912, le général Lyautey arrive à Casablanca. Il vient de signer le traité de protectorat, d'installer sur le trône le sultan Moulay Youssef, père du souverain actuel. Ni la pacification du pays, ni la guerre qui 2 ans plus tard éclate en Europe ne l'empêcheront de réaliser la tâche constructive qu'il s'est assignée. Dès son arrivée, il fait établir un plan d'urbanisme. Sous son impulsion, Casablanca commence à prendre son aspect de grande métropole. Là où il n'y avait encore que des terrains en friche, des maisons surgissent. La place de France se transforme, s'élargit, s'entoure d'une ceinture d'immeubles modernes. L'hôtel de ville, le palais de justice, s'édifie autour de la place administrative. Mais l'idée maîtresse de Lyautey, c'est ce port, avec sa jetée de 3 km et ses 100 hectares de superficie. Ce port qui va déclencher l'essor de Casablanca. Quand j'ai conçu ce port, tout le monde a dit « Lyautey voit trop grand, il est fou ». Moi je pensais, ce pays-ci est un grand pays. Un grand pays, dont les immenses ressources étaient encore à peine soupçonnées. Pour comprendre la pensée de Lyautey, il faut se rappeler ce qu'était le Maroc au début de ce siècle. Un pays replié sur lui-même, figé dans une civilisation féodale qui avait brillé de tout son éclat à la grande époque de l'islam. Je me trouvais en face de M. Paul Guillemet, ami et collaborateur de Lyautey. Un de ces Français qui, par leur clairvoyance, leur connaissance du pays et de sa langue, ont été les vrais artisans de la collaboration franco-marocaine. Ces antiques traditions, ces côtes inhospitalières, avaient longtemps tenu le Maroc à l'écart des influences occidentales. Pour le rattacher au monde moderne, il fallait d'abord lui ouvrir une porte sur l'Atlantique. Plusieurs petits ports s'échelonnaient le long d'un littoral sauvage. Mogador, Safi, Mazagan. Mais c'est la bourgade de Casablanca, un point insignifiant sur la carte, qui allait devenir la capitale économique de ce pays neuf. La situation géographique de Casablanca devait en faire un des carrefours de l'Atlantique Nord. Et plus tard, l'escale privilégiée des lignes aériennes qui relieront l'Europe à l'Amérique du Sud. À égale distance de Fès et de Marrakech, Casablanca sera le nœud des voies de communications intérieures, le pôle de la vie économique du pays. « 1600 km de voies ferrées, 13 000 km de routes à grand trafic,
32 000 km de routes locales drainent aujourd'hui vers le port de Casablanca les produits du sol et du sous-sol. Et d'abord, cette grande richesse du Maroc, les phosphates. Extraits des gisements de Kouriga et de Louis Gentil, 4,5 millions de tonnes de phosphates sont embarquées chaque année sur des centaines de cargos battant pavillon de toutes les nations. Par l'importance de son trafic, Casablanca rivalise avec Marseille et Rouen. Minerais de manganèse, minerais de plomb, de zinc, de cobalt, minerais de fer. Le Maroc exporte les produits d'un sous-sol qui fournit aussi du charbon et du pétrole. De gigantesques silos permettent d'entreposer les céréales. Pays de grande culture, le Maroc expédie à l'Europe son orge et ses légumes secs, ses oranges, ses clémentines, ses tomates fraîches, ses conserves. Mais déjà, le port est trop petit. Il faut l'agrandir. Ces blocs de béton, 100 tonnes d'une seule coulée, sont immergés sur l'emplacement d'un nouveau môle où pourront accoster les navires, souvent contraints de faire antichambre dans la rade. L'ancien petit port est maintenant réservé au trafic de la pêche, une des grandes activités marocaines.